Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 24 novembre 2024, 10h42 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui vont commenter la vidéo, la partager, gênez-vous pas, et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, Donald Trump, avec sa réélection, vient faire trembler l'élite, et c'est ce que j'aime tellement avec sa réélection. Et ce que j'aime tellement dans le message que les Américains ont envoyé à l'élite, nonobstant le fait que le complexe médiatique en entier, quand tu y penses 2 secondes, le complexe médiatique en entier, qui est supposé être neutre. Tu sais, les médias sont supposés être neutres. C'est ce qu'on apprend à l'école depuis toujours. Ils sont supposés rapporter les faits. S'il y a des débats, ils sont supposés de te donner les deux côtés de la médaille. Mais les médias sont tellement parce qu'ils sont, on le sait, ils appartiennent. Maintenant, on le sait, mais on n'était pas sûr de ça avant, tu sais. Mais là, on le sait, les médias appartiennent au complexe qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne, qui a un seul et unique but, c'est toujours d'avoir plus de pouvoir, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de contrôle, et d'avoir la population toujours plus à sa merci, à son contrôle et censurée. Donc, tout ça, c'est au grand jour maintenant. Moi, quand j'ai grandi, j'étais quand même dans un monde politique assez intense parce que mon cousin d'adoption, c'est Bernard Landry. Moi, j'ai été adopté à l'âge de 40 jours. Et la famille extraordinaire de Québécois qui m'a adopté, ben, c'était l'oncle et la tante de Bernard Landry. Donc, j'ai grandi dans un environnement politique, tu peux t'en douter. Puis à l'époque, on pensait, quand moi je suis né en 62, hier c'était mon anniversaire, 23 novembre, votre homme de serviteur a 62 ans. C'était, tu étais convaincu que les médias étaient justes et te rapportaient les nouvelles et mettaient pas de propagande là-dedans. Mais maintenant, on sait que tout ça s'est exposé comme étant complètement le contraire, mais on n'avait pas d'autres informations que ça avant. On était un peu, on était limité, puis on était naïf. On pensait que les politiciens étaient de notre côté. La démocratie, qui est une forme de tyrannie, dans le fond, déguisée, était toute nouvelle encore dans les années 70, hein? 60, 70, 80, puis on était dans une effervescence du début de la décadence. On ne le savait pas à l'époque, mais on était au début de la décadence avec la Révolution française de mai 67 et ce qui est arrivé ici, la Révolution tranquille, menée par des décadents, des gens dépravés. Mais on ne savait pas à l'époque que Pierre Bourgault, c'était un dépravé, que c'était un homme qui était attiré par les jeunes garçons, puis plein d'autres. Le monde politique est rempli, et le monde politique québécois ne fait pas exception, de dépravation. C'est des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Mais on ne le savait pas à l'époque. Là, tout est différent. Et Donald Trump vient faire trembler ce monde-là. Surtout avec sa réélection. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et tout ce qu'on lui a fait subir, on ne pensait jamais que les Américains auraient le courage de se lever pour dire à l'élite, on en a soupé, déjeuné et dîné de votre tyrannie. Et c'est ça qui est arrivé. Oublie le fait que Donald Trump va être là pour 4 ans, il ne pourra pas révolutionner puis changer le monde, là, dans le sens du fonctionnement du système. Mais il va essayer d'améliorer un peu la vie de la classe moyenne, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le Parti républicain, c'est devenu le parti des travailleurs, c'est devenu le parti des gens qui en ont marre, c'est devenu le parti de la paix, c'est devenu le parti de la défense de la liberté, c'est devenu le parti du peuple. Ce qu'était à l'époque, lointaine maintenant, ce qu'était le Parti démocrate américain. Et tu as vu ce qui s'est passé, tous les anciens démocrates de haut niveau ont tous quitté le bateau démocrate pour se joindre au bateau républicain, qui semble être en meilleur état, puis avec un meilleur capitaine. C'est complètement fascinant. Tout ce qui est en train de se passer, c'est complètement fascinant. C'est un renversement ou c'est un retour à la source. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les républicains et les démocrates, puis c'est comme ça au Québec, c'est comme ça en France, c'est comme ça dans les pays occidentaux, les partis politiques sont tous du même côté, travaillent tous avec le même monde, sont tous contrôlés par le même culte.
faut pas l'oublier, ça. Et c'est ce qui fait que on appelle, par exemple, l'expression, pour ceux qui ne la connaissaient pas, les républicains, qui sont des démocrates, dans le fond, parce que si les deux partis s'infiltrent les uns dans l'autre, comme BlackRock et Vanguard, les deux plus grands fonds d'investissement au monde, qui contrôlent tout ce que tu as chez vous, tout ce que tu portes, tout ce que tu manges, tout ce que tu utilises pour te transporter, ils contrôlent tout. Ben, eux autres, ils s'investissent les uns dans les autres. C'est comme une seule entité divisée en deux têtes. Politique, c'est pareil. Aux États-Unis, le Parti républicain démocrate, à l'époque, jusqu'à ce que Donald Trump arrive, c'était le même monde. C'est pour ça qu'on les appelle Rhino, Republican in name only. Des gars comme Mitt Romney, c'est pas un républicain, c'est un démocrate. Un gars comme John, comment il s'appelait? John, celui qui avait fait sa première course, c'est un gars que je fais vraiment... Bon, maintenant, il est décédé, là, mais c'était quoi son nom? Il bouge pas. John McCain. C'était un autre Rhino, c'est pas un républicain, c'est des démocrates déguisés en républicains pour diviser les Américains en pensant qu'il y a deux groupes, puis en les contrôlant, puis en s'enrichissant. Même chose en Angleterre, le parti des travaillistes, là, de Sir, comment il s'appelait, le nouveau premier ministre, là, qui est terrible, c'était terrible, un tyran. Ben, le Parti républicain, ou je ne sais pas comment il l'appelle, le Parti conservateur, c'est le même monde. Les conservateurs en Angleterre, c'est pas des conservateurs, là. C'est des socialistes déguisés en conservateurs, mais qui ne sont pas conservateurs pour 5 sous. Même chose en France, même chose au Québec. Ça m'amène à le sujet, puis les sujets dont je veux te partager aujourd'hui, l'essentiel, puis tu vas voir, il y en a beaucoup là-dedans, ça revient à ça. La peur qu'on a avec le retour de Donald Trump, parce que, oublie le fait, comme je te dis, qu'il ne va pas révolutionner l'argent, la Fed, puis il n'y a rien de ça qui va être fait, là. Ça, c'est toute de la fabulation, puis de la spéculation, puis de la fabulation, surtout. Donald Trump est là, puis il l'a prouvé pendant son premier mandat, il n'y a personne de parfait, OK? Mais ce n'est pas un politicien. Lui est arrivé avec 2,5 milliards de dollars en valeur en 2016. Quand il est parti en 2020, il valait 1,5 milliard. Il a perdu 1 milliard de dollars. Donc, tu ne peux pas dire qu'il s'est enrichi. Là, on va aller voir les politiciens de carrière, eux autres, ce qu'ils font. Comment ils arrivent, puis avec combien ils partent. Tu vas voir la différence. Oublie le fait que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Donald Trump, c'est pas vraiment important. Parce qu'on t'a programmé à le détester pour diverses raisons qui n'ont aucun fondement. Parce que tu es habitué à avoir un certain stéréotype de politicien qui parle d'une certaine façon. Puis, si ça sort de ça, là, tu dis « Oh mon Dieu, t'es incapable de gérer ça. » Ben, c'est un petit peu enfantin, là, quand même. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé dans Donald Trump, c'est qu'il ne parle pas le langage creux et vide du politiquement correct des politiciens vraiment sans aucune identité, qui ne représentent pas, qui sont toujours là. C'est du n'importe quoi. Thomas Jefferson, un des fondateurs, naturellement, un des anciens présidents américains, lui, Thomas Jefferson, on va aller voir de quelle époque il est. OK? Thomas Jefferson. C'était le 3e président des États-Unis. 17 avril 1743 au 4 juillet 1826, c'était un homme d'État américain. Un philosophe, c'était un des pères fondateurs des États-Unis. Lui, il a dit, si servir dans un poste gouvernemental élu devient une carrière, c'est sûr et certain que la corruption va tout de suite suivre, va s'installer. Thomas Jefferson. Là, tu as des espèces de sites bidons qui essayent toujours de... Parce que, naturellement, ça vient exposer l'élite. Tout ce qui expose l'élite, tu vas avoir toujours des fact-check. Parce qu'ils ne veulent pas que cette vérité-là, tu la prennes pour du cash. Non, nos politiciens, le système, nous autres qui te représentons, on est tellement honnêtes. C'est pas possible qu'une phrase comme ça ait été dite par Thomas Jefferson. Oui, ça a été dit. Si, servir. Puis même si ça n'avait pas été dit, tu le sais que c'est vrai, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont dit après. C'est pas important que ce soit Thomas Jefferson, Pierre Jean-Jacques. C'est servir dans un poste élu
gouvernemental dans un poste de député ou dans un poste, parce que les autres là-bas, ils ont des attorneys généraux, puis des procureurs généraux, puis tout ça, qui sont obligés d'être élus là, par le peuple. Si ça, toi, t'en fais une carrière, puis tu te représentes, puis tu te représentes, puis tu te représentes, puis tu veux jamais partir, ben, c'est parce que la corruption se sera installée, mon cher ami. Pendant ce temps-là, le marteau de la justice va tomber sur l'élite avec la réélection de Donald Trump. On va aller voir l'article de USA Today. Avec Matt Gaetz, le marteau de la justice arrive. Imagine-toi, on a vraiment peur. On le sait, Matt Gaetz a été obligé de retirer sa candidature parce que Donald Trump le voulait comme son procureur général, mais on le sait avec ses problèmes d'allégations, d'aventure sexuelle avec une mineure, il a été obligé de se retirer. Ça fait 4-5 ans que ça tourne, ça plane au-dessus de sa tête, cette histoire-là. Donc, Donald Trump avait trollé un petit peu les gens. Il savait, ça, qu'il n'avait pas le vote, mais c'était pour les faire trembler. Mais l'histoire n'est pas terminée avec Matt Gaetz. Et il ne faut pas oublier qu'il a nommé Pam Bondi pour le remplacer, une femme extraordinaire, une qui est très dure avec les cartels, la drogue, les immigrants illégaux, et qui a une carrière de procureur impeccable, et elle va être approuvée sans aucun doute. C'est une grande défendresse de Donald Trump. Le marteau de la justice arrive. Elon Musk défend Matt Gaetz. Elon Musk, désormais l'un des principaux collaborateurs du président élu Donald Trump, défend agressivement la nomination par Donald Trump de l'ancien représentant américain Matt Gaetz au poste de procureur général et suggère que Gaetz aidera à enquêter sur les opposants à la nouvelle administration, mais c'est surtout concernant un dossier très explosif. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle toute l'élite, les médias, les républicains aussi de carrière, les élus de carrière, se sont élevés contre Matt Gaetz. Pardon. J'aimerais te rappeler que toutes les allégations, il faut toujours prendre la parole naturellement de la victime, mais aussi il faut prendre t'es innocent jusqu'à preuve du contraire, puis il n'y a eu aucune. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a eu aucune accusation criminelle déposée contre Matt Gaetz. Tout s'est fait de façon consensuelle dans cette histoire-là, de ce que je connais de cette histoire-là. Et la jeune fille en question, qui avait, je pense à l'époque, 16 ou 17 ans, n'avait pas dit à Matt Gaetz qu'elle avait 16 ou 17 ans. Puis tu le sais qu'aujourd'hui, c'est très commun de voir une fille de 16-17 ans qui a l'air d'avoir 20, 21, 22 ans, de la façon dont elles sont formées, se maquillent, se présentent et agissent. Donc, lui, il s'est fait avoir, mais d'abord, c'est le problème de tous ces politiciens-là, souvent, c'est plus leur appareil génital qui va réfléchir que leur tête. Et là-dessus, il n'y a personne qui est à l'abri de cette faiblesse-là. Néanmoins, on entend des rumeurs sur le fait que Matt Gaetz pourrait être nommé comme procureur spécial, comme Jack Smith l'a été, par l'administration Biden, pour attaquer Donald Trump sur le fameux 6 janvier, en prétendant, puis on avait mis des accusations, mais tout ça s'est tombé maintenant, qu'il avait incité à une insurrection. Une insurrection, voyons donc. Tout a été exposé comme étant frauduleux, cette histoire-là. Mais enfin, on ne reviendra pas sur le passé. Donc, il a nommé Jack Smith sans qu'il ait été approuvé par le Sénat. Donc, tu peux nommer un procureur spécial sans qu'il y ait eu une audience publique pour son approbation. Et c'est ce qu'on laisse entendre avec Matt Gaetz, qui pourrait venir exposer, je vais te faire écouter ce qu'il va venir exposer, et c'est l'histoire de la fameuse liste de Jeffrey Epstein. On va aller l'écouter avec Benny, qui est en train de raconter quelque chose de très important. Bureau of Prisons, because that Bill Barr is the one that needs to be called into. And then we'll talk about it. Protected. This makes no sense. Like this is like
evil, right? Like everyone agrees on. It's like you got a 99%. On Epstein, Bill Barr is the one that needs to be called in to give. Donc, Bill Barr, qui était l'ancien procureur de Donald Trump, quand Jeffrey Epstein s'est suicidé dans la prison où toutes les caméras étaient non fonctionnelles, où il y avait 2 gardiens qui se sont endormis. C'est Bill Barr qui était le procureur général. Il dit c'est lui qui devrait être interrogé sous serment parce qu'il sait exactement ce qui s'est passé. To give sworn testimony on what happened there at Bureau of Prisons, because that is not that there's just no way that the story you're getting is the real story. Il dit c'est impossible que l'histoire que tu as eue officielle de ce suicide de Jeffrey Epstein, c'est impossible que ce soit la vraie histoire. Ça, c'est Matt Gaetz qui dit ça. Celui qui venait d'être nommé par Donald Trump pour remplir le poste de procureur général. Il dit non, c'est impossible. There. No freaking way, and Bill Barr knows it. Et Bill Barr le sait. I think most people believe that, right? La plupart des gens le savent et croient que c'est un mensonge. Tout like ça. It's like no way that that's. I actually think it was I actually think that on Epstein, it was a foreign government. Il dit je pense que dans le cas d'Epstein, ce qui est arrivé, son suicide, c'est un gouvernement étranger qui est derrière ça. I don't think it was a domestic enterprise. Il dit, je pense pas que ça a été un geste posé par nos services de renseignement ou notre gouvernement. C'est pas un geste qui est domestique, comme on dit, qui est local. Really? I do. I'm not going to say which one, but... Il dit, je vais pas vous dire lequel des pays, parce que lui, il le sait. Matt Gaetz le sait, mais il sait que c'est extrêmement dangereux de raconter tout ça. Puis toutes les allégations et toutes les spéculations portent vers Israël. Vers Israël. Donc, le marteau de la justice, c'était un petit peu ça. Donc, on va aller voir tous ces gens. Le pourcentage de millionnaires aux États-Unis, au sein de la population, c'est à peu près 1%. Ça représente 1%. Des 350 millions, c'est 1% des 350 millions qui sont millionnaires dans la population. Le ratio, c'est ça. Chez les élus du Congrès, le pourcentage de millionnaires est de 50%. 50%. Et si tu t'en vas avec un salaire annuel moyen de 174 000 $, la valeur nette des 50 membres les plus riches du Congrès et du Sénat, ça représente presque 5 milliards de dollars. Leur valeur à eux autres, les 50 plus riches du Congrès, 50 milliards de dollars. Donc là, on parle de plus en plus dans le deuxième mandat de Donald Trump de limite de terme. Que tu ne pourrais pas faire, je ne sais pas, plus que 2 termes peut-être. 2 termes, ça serait, d'après moi, une moyenne respectable et honorable. 2 termes limites. Nancy Pelosi, on va aller voir ces gens-là, parce que c'est important de comprendre ça. Nancy Pelosi est représentante depuis 1987. Elle vaut, je ne sais pas sa valeur, là. Mais je peux te dire une chose, c'est long, là. Hey! Imagine-toi. Donc, l'ancienne présidente de la Chambre, parce qu'elle était présidente aussi, Nancy Pelosi, a une valeur nette estimée à plus de 240 millions de dollars grâce à des investissements, naturellement. Puis eux autres sont au courant de tout ce qui va arriver comme politique et ainsi de suite. C'est complètement hallucinant. La valeur nette de Mitch McConnell,
Ça c'était une démocrate, Nancy Pelosi, of Mitch McConnell, OK? La valeur nette de Mitch McConnell, on va essayer de la trouver. Valeur nette financière personnelle, on parle de 35 millions de dollars. 35 millions de dollars, mais c'est probablement beaucoup plus que ça. Mitch McConnell a utilisé des délits d'initiés pour accumuler une valeur nette de 125 millions de dollars. Puis ces gens-là n'ont aucune conséquence, là. 125 millions de dollars. Puis je pourrais continuer comme ça. Pendant longtemps. Donc, tu comprends? Puis que tu arrives avec des contre-arguments. Ouais, Donald Trump, il vaut 2,5 milliards de dollars. Ouais, mais lui, il a accumulé son argent dans le secteur privé. En créant de l'emploi, en faisant faillite des fois. Il n'y a personne de parfait. Parce que quand tu n'essayes rien, tu réussis rien non plus. Puis quand tu n'essayes rien, c'est sûr que tu n'auras pas d'échec non plus. Mais Donald Trump a utilisé les outils privés du monde des affaires pour s'enrichir. Oh, il n'y a pas payé d'impôt. Il n'y a pas un riche qui paye de l'impôt. Parce que quand tu es riche, la seule chose que tu ne veux pas, c'est de donner ton argent à des incompétents de politiciens qui vont le dépenser pour se le mettre dans les poches. Tu comprends? Il n'y a pas un riche qui paye de l'impôt. Mais quoique, ils en payent quand même, et beaucoup, puis ils en font payer beaucoup à tous ceux à qui ils donnent de l'emploi aussi. Donc, tous ces arguments-là, ça ne tient jamais la route, parce que tu ne peux pas comparer Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, à un politicien de carrière comme ces gens-là, qui s'en mettent tellement plein les poches, à nos dépens, sans avoir rien créé. Vraiment, là, le marteau de la justice, des fois, tu te demandes même si tu n'aurais pas envie qu'il tombe vraiment. Je ne sais pas si ça va vraiment arriver, là, surtout dans le cas de Epstein, mais ça ferait tellement bien que le marteau de la justice tombe sur l'élite.